tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine et que vous avez eu d'excellentes lectures. Pour ma part, j'ai lu 4 romans dont je vais vous parler tout de suite maintenant. J'ai repris, voilà, un rythme de lecture, on va dire classique, 2, 3, 4 romans par semaine. Étant donné que bon, le sport la semaine dernière ça a été un petit peu compromis vu la chaleur, quand il fait trop chaud, on lit, hein, voilà. Santé à vous, hein, et vive le thé glacé. Bref, entre parenthèses, celui-ci c'est Jardin tropical du Palais d'été. C'est une petite alliance de fruits exotiques. On a l'impression d'être en vacances et en plus de ça, ça désaltère. Donc, j'ai lu 4 romans, donc comme je vous l'ai dit. Donc, je vais tout de suite... Il me semble que c'est 4 romans que j'ai lu. J'avoue, je ne sais même plus. Alors... Oui, c'est ça, 4. C'est bien ce qui me semblait. Donc, j'ai lu Terra Nullius de Victor Gilbert aux éditions Hugo Thriller. C'est un service presse que j'avais eu via la plateforme NetGalley. Et c'est peut-être le roman de la semaine qui m'a le moins emballé, en fait. Ici, on est dans un espèce de no man's land, zone de non-droit, qu'on appelle Terra Nullius, qui se situe entre la France et la Belgique. Sur cette Terra Nullius a été construite une espèce de décharge où vivent des familles, où vivent pas mal de gens complètement oubliés des 2 gouvernements respectifs que sont le gouvernement belge et le gouvernement français. Bref, ils essaient de vivre peu ou prou avec l'aide de particuliers ou d'ONG. Et dans cette décharge, on va retrouver le jeune Jim Caal, qui est un jeune garçon que tout le monde apprécie sur la Terra Nullius. Il se prend pour un... Voilà, il arpente la décharge déguisé avec un casque, enfin un pseudo-casque, une cape, et il se prend pour un super-héros. Sauf que Jim Caal, il va être retrouvé, assassiné. D'une manière assez brutale quand même pour un enfant. Et la police va être dépêchée sur place pour enquêter sur la mort de ce jeune garçon. Parallèlement à ça, on suit également Hugo Bollorén, policier qu'on a rencontré dans le précédent roman de Victor Gilbert, Douve, que je n'ai pas lu. Et donc on retrouve Hugo Bollorén dans la version la moins funky qui soit de lui-même. Il est très abattu, limite neurasthénique, car il a perdu ce qu'il appelle sa bille. Sa bille, c'est la petite chose qui fait digne dans sa tête quand il est sur le point de trouver un indice, une piste dans une affaire. Or, depuis Douve, plus rien, zob, que dalle. Il n'y a plus rien. Il n'y a absolument plus rien. Et du coup, il se trouve complètement effondré parce qu'il se sent vide. Il se sent vide. Donc, il va profiter d'un voyage à Lille pour emmener sa maman qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer dans un hôpital spécialisé. Il va être dépêché sur l'affaire de l'assassinat de Jim Caal pour aider les gendarmes à trouver le fin mot de l'histoire. Alors, l'enquête, j'ai trouvé que l'enquête était plan-plan. Voilà, on suit l'enquête, mais il n'y a pas des rebondissements et des révélations de dingue. Hugo Bollorén, je l'ai trouvé neurasthénique, aussi neurasthénique qu'une moule pas fraîche. Alors par contre, le seul point positif pour ce personnage, c'est que c'est un flic neurasthénique, certes, mais lui, il n'est pas accro à la drogue ou à l'alcool, il est accro au carré de chocolat, qui trimballe sans cesse dans sa poche. Donc c'est sûr que pour une fois, ça change un peu
du flic blasé, complètement ravagé par l'alcool et la drogue. Non, lui, Hugo Bolloré, il est juste accro au chocolat. À 80% de cacao minimum. Hein. Faut quand même pas non plus déconner. Hein. Et voilà, j'ai pas trouvé le petit plus, la petite étincelle qui m'a fait dire ah ouais super, faut absolument que je retourne dans ma lecture. Ah oui, j'avais envie de savoir quand même ce qui était arrivé à ce pauvre garçon, parce que voilà, j'avais plus d'empathie pour les gens qui vivaient dans la décharge que pour l'enquête en elle-même en fait. Alors c'est un peu dommage parce que je trouve que l'écriture de l'auteur est pas mauvaise et voilà. Alors j'ai peut-être eu le tort de commencer tout de suite par Terra Nullius et pas par Douve. Donc si j'ai l'occasion de lire Douve, je lirai Douve pour voir si c'est vraiment du fait d'avoir lu Terra Nullius après. Et voilà, donc surtout n'hésitez pas en commentaire si vous aussi vous avez lu Terra Nullius et si vous avez lu Douve, si ça vous a fait exactement le même effet qu'à moi ou pas, ou si je lis Douve, du coup ça m'ouvrira un petit peu les chakras sur le personnage d'Hugo Bolloré. Voilà. Ensuite, j'ai lu... Je bois un coup. J'ai lu La route du lac de Xavier Massé, publié aux éditions Tornada. Ce roman est sorti chez Tornada la semaine dernière. De mémoire, je crois qu'il est sorti le 7 septembre. Donc, vous pouvez courir en librairie pour vous le procurer. C'est pas le premier roman de Xavier Massé que je lis dans cette maison d'édition. Ça doit être le 3e, je crois. Donc, ici, sur La route du lac, Xavier Massé nous offre une enquête, j'allais dire en tiroir. Je m'explique. On se trouve dans le petit village de Blache, qui est un petit village tranquille où tout le monde se connaît. C'est un village qui a subi de plein fouet une grosse crise. Et un riche industriel est venu dans le village et il a apporté plein de choses, du travail, il a construit des maisons. Enfin bref, il a quand même contribué au développement du village. Et il y a quand même certaines personnes qui sont restées sur l'agriculture vraiment pure et dure pour faire vivre également le village. Et tout ce petit monde coexiste dans la fraternité, dans la cohésion, dans la bienveillance. Jusqu'au soir où 3 jeunes gens disparaissent après une soirée d'anniversaire qui a eu lieu dans le bar du village. Personne ne s'explique cette disparition parce que cette disparition a eu lieu sur la seule et unique route du village qu'on appelle la route du lac. Il n'y a pas 36 solutions, les jeunes ont obligatoirement dû passer sur cette route, sauf que personne n'a rien vu, personne n'a rien entendu. Donc voilà où on en est. Et donc du coup les enquêteurs sont extrêmement embêtés pour pouvoir trouver le fin mot de l'histoire. Alors ils vont interroger tous les protagonistes, tous ceux qui ont côtoyé les jeunes juste avant leur disparition, les parents, ceux qui étaient dans le bar, toutes les personnes du village susceptibles de les avoir vus. Et là, ils vont quand même s'apercevoir que toute cette bienveillance, cette compassion, le fait de toujours tout connaître sur les autres, et ben tout ça, ce n'est qu'une façade. Et qu'en grattant un petit peu, il y a des secrets, il y a des inhibitions, il y a des rancœurs. Et tout cela va conduire les enquêteurs à regarder dans une direction bien précise. Alors, on se doute quand même dès le départ que il y a quelque chose de pas net dans la disparition de ces 3 jeunes, que c'est pas très joli ce qui est arrivé ce soir-là. Et effectivement, le déroulé de l'histoire arrive à un point où on se dit, bon, effectivement, c'est pas très jojo ce qui est arrivé. Et on se dit, bon,
ouais, cette enquête n'a rien d'exceptionnel. Sauf que, on arrive au dernier tiers du roman, et là, le roman, il bascule dans complètement autre chose. Je trouve que c'est quand même un pari risqué de l'auteur, parce que certains lecteurs pourront adhérer à ce retournement de situation, et d'autres non. Je connais plusieurs lecteurs qui n'ont pas adhéré à ce renversement de situation. Moi, j'ai décidé de laisser une chance à l'auteur. Parce que le personnage en question, il est extrêmement intéressant dans ce roman. Je ne vais pas vous en dire plus pour ne pas vous spoiler, mais Xavier Masset, il a quand même créé un personnage différent. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus. Ce personnage est différent et c'est toute cette différence qui va faire le potentiel de ce dernier tiers de ce roman. Alors, libre à vous d'adhérer ou pas. Moi, j'ai décidé d'adhérer. J'ai trouvé que c'était un pari risqué de l'auteur, comme je vous l'ai dit. Et j'ai trouvé que finalement, il y avait quand même un message dans ce parti pris de l'auteur. Un message qu'il faut accepter la différence. Et que même si tu es différent, tu as des sentiments. Tu as le droit d'exister, et toi aussi tu peux avoir ta propre vision des choses, et c'est cette vision des choses qui a fait que ce personnage a agi comme il l'a fait dans ce dernier tiers. Alors la construction du récit, elle est assez particulière, car on a le récit de ce fameux soir qui est raconté par chacun des personnages, et chacun des personnages apporte sa petite pierre à l'édifice, apporte son petit renouveau, et c'est ça qui amène ce dernier tiers. C'est cette construction narrative qui apporte ce dernier tiers et qui fait un petit peu le sel de ce roman. Si vous voulez découvrir la plume de Xavier Masset, je vous conseille, allez-y, allez vers ce roman. Mais si vous voulez vraiment le découvrir, je vous conseille Némésis, dans la même maison d'édition de cet auteur, qui a du talent, qui a beaucoup de talent, et je remercie vraiment beaucoup la maison d'édition Tornada de me permettre de découvrir à chaque fois les romans de cet auteur et de cette pépinière. Je trouve que Tornada, c'est une pépinière d'auteurs qui mérite d'être en lumière, d'être découvert par les lecteurs, parce qu'il y a vraiment tous les genres du thriller qui peut satisfaire les lecteurs de thriller. Voilà. Donc voilà, si vous voulez, voilà, j'espère vous avoir donné envie de découvrir La Route du Lac, mais en tout cas, allez-y, vous allez vraiment passer un excellent moment. Ensuite, je me suis plongée dans Les Disparus de Blackmore d'Henri Lovenbruck, publié aux éditions XO. Alors, comment vous dire que ce roman, ça a été un fabuleux coup de cœur. Vous savez qu'un roman va être un coup de cœur. Enfin, des fois, ça vous arrive. Moi, en tout cas, ça m'arrive. Dès les premières lignes, dès le premier paragraphe, dès le premier chapitre, vous savez que ça va être un coup de cœur. Et là, avec Les Disparus de Blackmore, c'est tout à fait l'effet que ça m'a fait. Et je n'ai pas changé d'avis pendant ma lecture. Ici, on va faire la connaissance de Lorraine Chappell, qui est une jeune femme extrêmement brillante. On est en 1925. Elle est sur un bateau à destination de l'île de Blackmore. Elle vient de Paris et elle est fraîchement diplômée de l'Institut de criminologie de Paris. C'est la première femme à être diplômée de cet institut. Son rêve est d'intégrer le laboratoire de la police scientifique de Lyon. Mais en attendant, elle a décidé de répondre à l'appel d'un vieil ami de sa maman qui vit sur l'île de Blackmore. Et donc, on la retrouve sur le bateau, la conduisant à destination. Elle fait la rencontre
d'un homme qui s'appelle Edward Pierce, qui est détective de son état. Ils vont commencer à discuter un petit peu sur le bateau. Et lui aussi se rend sur l'île de Blackmore, car il a reçu une lettre d'un ami très cher à lui, qui lui demande de venir le rejoindre sur Blackmore. Et donc, ils arrivent tous les deux sur l'île de Blackmore, ils se séparent. Lorraine se rend au domicile de l'ami de sa mère, qui va lui confier une mission bien précise. Il veut qu'elle retrouve sa petite fille qui a mystérieusement disparu. Il va lui confier que sa fille Margaret a disparu, mais aussi que d'autres personnes sur l'île de Blackmore ont disparu de la même manière que sa petite fille. Et donc, il lui confie l'enquête pour retrouver sa petite fille. Parallèlement à ça, on retrouve notre détective Edward Pierce, qui se rend compte que son ami a disparu également. Et les deux enquêtes de ces protagonistes vont se percuter et ils vont décider de faire équipe pour pour faire la lumière sur l'affaire des disparus de Blackmore. Autant vous dire, alors l'enquête est passionnante, mais ce qui fait vraiment le sel de ce roman, c'est le duo que forment Lorraine et Edward. Lorraine, elle a un franc-parler, elle est culottée, elle remet les gens à sa place. J'avoue avoir piqué un fou rire à un moment dans le roman, car elle se trouve vis-à-vis d'un homme particulièrement obtus, qui refuse de la laisser voir, une personne un peu influente du gouvernement de Blackmore, et il refuse catégoriquement de la laisser passer. Et au bout d'un moment, Lorraine, elle est complètement excédée, et elle lui dit « Allez jouer, retournez jouer avec vos cubes et laissez les grandes personnes, grosso modo, laissez les grandes personnes agir. » J'avoue que j'ai ri comme une baleine en entendant ça, et même la relation qu'elle a avec Edward, elle lui balance des pics, elle le titille, enfin ils n'arrêtent pas de se titiller tous les deux, ils n'arrêtent pas de se chercher des poux dans la tête comme deux bons camarades en fait. J'ai trouvé ça absolument génial, j'ai adoré la relation qu'il y a entre ces deux personnages, j'ai adoré l'univers de Blackmore, j'ai adoré l'enquête qu'Henry Leeuwenhoek nous a proposé. Il est un petit peu revenu à ses premières amours, au thème qu'il privilégie un petit peu dans ses premiers romans, à tout ce qui est ésotérique, à tout ce qui est un petit peu surnaturel, un peu paranormal. J'ai trouvé ça super chouette. Et franchement, s'il peut nous proposer un autre roman avec ces deux personnages-là, parce que là pour l'instant c'est un one-shot, mais j'espère que l'auteur ne s'interdit pas de faire revivre ces personnages-là, parce que franchement, ce duo-là, c'est vraiment extrêmement dommage quand même qu'il n'existe que pour un seul roman. Ce serait vraiment chouette qu'ils reviennent, c'est vraiment génial. J'ai adoré ma lecture, j'ai pas eu de temps mort. J'avais qu'une hâte, c'était de retourner à ma lecture, et franchement, je vous conseille vraiment Les Disparus de Blackmore d'Henry Leeuwenhoek. C'est un one-shot. Voilà, vous avez passé un excellent moment de lecture avec ce roman. Ensuite, j'ai lu un roman qu'on a beaucoup vu passer sur Instagram et YouTube à sa sortie. Il s'agit du Silence de Denis Lehane, publié aux éditions Gallmeister. J'aime beaucoup ce que fait Denis Lehane. Pour moi, mes préférés sont Shutter Island et Mystic River. Ces deux-là sont indétrônables. Et même si j'ai beaucoup aimé ce roman, voilà, pour moi, il n'est pas encore au niveau de Mystic River et de Shutter Island. Ici, on va faire la connaissance de Mary Pat, qui vit avec sa fille Jules dans un quartier dans le quartier sud de Boston, qu'on appelle Southie Boston. Et on arrive à un moment de l'histoire des États-Unis où une loi fédérale ouvre les écoles blanches aux noirs.
Et ceci, voilà, cette loi va avoir effet dans une semaine quand s'ouvre le roman. Et autant vous dire que les habitants du quartier ne sont pas franchement ravis à l'idée de voir les enfants noirs investir l'école de leurs enfants. Voir leurs enfants côtoyer des enfants noirs, ça les enjaille pas du tout. On en est là de l'histoire. Un soir, Jules sort avec ses amis et le lendemain, elle n'est toujours pas rentrée. Marie-Pat est très inquiète. Donc, elle commence à faire le tour de ses amis et elle sent bien qu'il y a quelque chose de pas net là-dedans. Elle sent qu'il est arrivé quelque chose à sa fille. Et elle va enquêter elle-même, en fait. Parallèlement à ça, le même soir de la disparition de Jules, on apprend qu'un jeune noir a été retrouvé mort sur les rails du métro, je crois. Et pour elle, c'est pas une coïncidence. Il s'est passé quelque chose ce soir-là, une chose qui implique sa fille. Et donc, elle va foutre un énorme coup de pied dans la fourmilière, dans l'organisation qui tient le quartier, et elle va secouer les cocotiers, et autant dire que tout le foin que fait Marie-Pat n'est pas au goût de tout le monde. Et j'ai trouvé que dans ce roman, on avait quand même un petit côté Mystic River, quand même. Je ne vais pas vous dire en quoi, si vous n'avez pas lu Mystic River, mais je vous encourage d'abord à le lire, parce que c'est vraiment un des plus beaux livres de Denise Lehane. On a quand même un petit côté Mystic River là-dedans. J'ai beaucoup aimé le personnage de Marie-Pat. C'est une maman célibataire. Elle a subi beaucoup de drames dans sa vie, mais elle est toujours debout. Elle est toujours debout, envers et contre tout, malgré les difficultés, et elle essaye, malgré tout, d'élever sa fille seule dans ce quartier de Boston, avec cette bande qui vit qui tient le quartier. C'est pas toujours évident, et malgré tout, Marie-Pat est toujours debout. J'ai beaucoup aimé le personnage de cette maman qui défie tout. Elle défie la police, elle défie l'ordre établi, elle en a rien à foutre. Tout ce qu'elle veut, elle, c'est savoir ce qui s'est passé ce soir-là, ce qui est arrivé à sa fille. Malheureusement, on devine assez tôt ce qui est arrivé à Jules. Et Marie-Pat, elle a vraiment qu'une seule idée. Je suis désolée, j'ai le hoquet. Si vous me voyez faire des soubresauts, je suis désolée, j'ai le hoquet. Mais Marie-Pat, elle est là, elle est toujours debout. Et cette fin, elle est percutante. On sait pertinemment tout au long du roman que ça va se terminer comme ça, fatalement. Et quand cette fin arrive, on se dit, ah, bordel, mais quelle femme, Marie-Pat, elle a tenu, elle a été debout jusqu'au bout, elle a été jusqu'au bout de son idée, de ce qu'elle voulait faire pour sa fille. Et franchement, c'était génial. J'ai aussi beaucoup aimé la relation que Marie-Pat entretenait avec Bobby, le policier qui était en charge de l'enquête sur la mort du jeune noir. J'ai vraiment, voilà, c'était une relation au départ professionnelle qui s'est très rapidement muée en espèce d'amitié sans en être une. C'était ils ont eu une relation assez complexe tous les deux, mais il y avait quand même un fond d'humanité et un fond d'amitié sur cette amitié. C'était vraiment magnifique. C'était une très très bonne lecture. C'est un très très bon Denise Lehane, mais pour moi, il n'égale pas Mystic River et Shutter Island. Mais bon, il arrive quand même derrière. Voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est pas une méga clacasse. C'est un beau coup de cœur, c'est vrai. C'est une très très bonne lecture, c'est un très bon Denise Lehane. Franchement, si vous ne connaissez pas sa plume, allez-y,
foncez sur ce roman, et si vous aimez, foncez sur ces autres romans. Bien évidemment, vous allez passer un excellent moment de lecture. Voilà, c'est tout pour moi, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère vous avoir vraiment donné envie de lire ces romans. Si vous les avez déjà lus, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à me dire si je vous ai donné envie de lire ces romans. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à partager votre instant de visionnage et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très très belle journée, de très très belles lectures, une très très belle semaine et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!